Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, pour me faire plaisir aussi, on a une dame, disons, le qualificatif, c'est peut-être un peu flatteur, mais je pense que je ne me trompe pas si je parle de son thème, c'est l'humanisme et l'altruisme. Et sans plus vous tarder, je vais vous présenter Mme Diane Gingras. Oui, bonjour. Bonjour Diane, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, ça fait plaisir. On verra bien ce que donnera l'expérience. OK. Vous êtes une femme, vous êtes démarquée dans la région là, pour votre implication au niveau de l'humain, au niveau de la femme aussi, etc. Mais vous avez commencé, vous venez de la Providence, oui. D'une famille de 7 enfants. Oui, exact. Dont je connais le fils cadet. Le père et le fils, non? Le père et le fils, oui, le fils avec qui j'ai joué au hockey longtemps. Ouais. Et vous là-dedans, dans la fratrie, vous êtes à quel âge? Moi, je suis la fille aînée, la première de la famille. Celle qui donne l'exemple, celle qui doit aider, donner un coup de main, s'occuper des petits. Oui. OK, donc le dévouement, là. Je veux pas, c'était ça. C'était le dévouement. Oui. Et de là, vous partez pour l'école primaire? Ah oui. C'était à la Providence, d'abord? C'était à la Providence, puis j'en connais pas beaucoup de mon âge qui ont, en 1900, bon, si j'ai, en tout cas, peut-être 48, ça veut dire en 54, qui vont à l'école de campagne, à la Providence, sur la rue Saint-Pierre. Il y avait une école de campagne. Ouais. Les écoles Saint-Charles-Garnier existaient, mais nous autres, on était la dernière maison du village de la Providence, puis ensuite, c'est la paroisse Notre-Dame. Mais ça incluait là, les gars de la famille Saint-Jean, la Flamme, tu sais, ils étaient vers la fin de la Providence. Les gens du boulevard La Flamme étaient avec vous? Non, c'était à ce côté-ci. L'école était dans le bout où se trouve maintenant la rue Roy, la rue Pour situer les gens, là, c'est quand vous allez là, vous êtes à la Providence, sur la rue Saint-Pierre, vous en allez vers l'ouest, juste avant la Grand Curve, là, la Grand Courbe, là, il y avait la terrasse Gingras, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, c'est un peu avant ça. Bien, c'est devenu la terrasse Gingras, mais c'est là qu'était notre maison, c'est là que nous restions. La maison a été transportée de l'autre côté de la rue et ça a fait un développement, une rue avec des maisons. C'est pour aider au financement de la famille, je pense. Là. Mais l'école, c'est ça. L'école de campagne, c'était 2 pièces. Dans une, il y avait première, deuxième, troisième année. L'autre, c'est 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai fait ma troisième, quatrième, cinquième, mais en milieu d'année, là, on a été transféré à la Providence, chez les Sœurs Saint-Joseph. Ça, c'est à l'école Jacques-Cartier. Oui, c'est ça. Et les filles à Jacques-Cartier, puis les garçons à Saint-Charles-Garnier, ça se mêlait pas. Mais nous autres, à l'école, on jouait, puis ballon chasseur, les gars, les filles, c'était pas un problème, là. Tu sais, c'est comme, il n'y en a jamais eu de division, fait que c'était comme une discipline nouvelle, pour moi, en tout cas, là. Oh, ouais. Vous aviez été ensemble, mais c'est ça. J'ai fait mon chemin là-dedans, là. Donc, votre primaire se passe à la Providence? À la Providence. Secondaire, j'ai fait 8-9 à la Providence. Après ça, l'école secondaire Saint-Joseph. C'était pas pensionnaire, c'était pas... Mais l'école secondaire Saint-Joseph sur la rue Raymond. Là. Oui, mais nous autres, on était... On n'est pas rendu encore là, sur le Saint-Joseph, là, face à l'hôpital. L'école, c'était sur la rue de la Bruyère. C'était la buanderie des Sœurs, mais nous autres, là, on était là la 10e année. J'ai fait ma 11e année. Et là, moi, j'avais toujours voulu être infirmière, aider, soigner. Alors, là, je dis, je vais pouvoir m'inscrire. Bien là, mon père, il dit, t'es trop jeune. Tu as 17 ans. Il faut avoir 18 ans pour commencer ton cours. Oui, mais j'ai dit là, j'ai travaillé cet été, je pourrais travailler encore toute l'année. Il dit, tu sais, là, tu peux faire ça, mais 1 an, avoir de l'argent dans ses poches, pour s'acheter ce qu'on veut. Après ça, décider pour 3 ans, sans retourner aux études, pas une scène. Il dit, je suis pas sûre que tu trouveras pas ça difficile. Puis il dit, si tu es bonne à l'école, je sais pas pourquoi tu ne feras pas ta 12e année, ça va t'aider, ça va t'enrichir, ça va développer ta personnalité. OK, parce qu'on pouvait rentrer en technique infirmière. On n'appelait pas ça technique à l'époque, là, mais non, les cégeps n'as pas commencé, là. On rentrait infirmière. Infirmière, puis la 11e année suffisait. Oui, mais c'est 18 ans, ça prenait 18 ans. 18 ans? Oui, c'est ça, parce que 12e année, en fait, j'étais dans la première cohorte qu'il y a eu à Fadette
la 12e CEPES, le cours de préparation aux études supérieures, quelque chose comme ça. C'était comme une année pour attendre d'avoir 18 ans, mais ça a été enrichissant quand même. Mais pour aider nos téléspectateurs, c'est avant que le cégep arrive. Le cours CEPES était comme un cours qui permettait de rentrer à l'université, dans le fond. Oui, c'est ça, ou passer par le Mais vous êtes juste à l'embouchure. Moi, j'ai souvent été première à commencer quelque chose ou la dernière à finir. Parce que le cégep de Saint-Hyacinthe a ouvert en 1968. Oui. Et vous entrez comme infirmière en 66. À l'hôpital Saint-Charles, c'est là que se donnait le cours d'infirmière. J'ai fait de 1966 à 1969. Puis là, c'est ça. Ensuite, en 68, 68 était au cégep. Oui, c'est ça, effectivement. Vous êtes dans les dernières. Puis en finissant, j'aurais aimé rester à Saint-Hyacinthe, mais là, tu donnes ton nom dans 4-5 hôpitaux, puis tu en as 4 qui disent oui, venez-vous-en. Fait que tu choisis lequel tu vas y aller. C'était facile dans le temps. Vous m'aviez dit que vous êtes parti pour Sorel. Pendant 2 ans à peu près. Oui, pas tout à fait. Jusqu'à temps que là, je me marie, je revienne à Saint-Hyacinthe. Là. Puis d'être infirmière, ça représentait quoi pour vous à cette époque-là? Moi, c'était vraiment aider, soigner. Ça faisait longtemps. Je le faisais dans la famille chez nous. Fait que pour moi, c'était une continuité. Étant l'aîné, un peu la mère substitut. Puis c'est ça. À 7 enfants, là, tu n'as pas besoin de donner un coup de main, là, c'est certain. Mais j'ai trouvé difficile l'expérience à Sorel parce que j'arrivais de soir, donc j'étais l'infirmière responsable du département, avec des préposés et des auxiliaires qui étaient là depuis longtemps, qui connaissaient la ville de Sorel, le monde, les médecins, comment ça fonctionne. Moi, j'arrivais de Saint-Hyacinthe dans un autre fonctionnement. Fait que c'était comme, t'as pas encore appelé le médecin? Oui, je vais l'appeler, là. T'as-tu pensé à vérifier telle chose? Tu sais, je me sentais incompétente, là, ça me donnait de l'insécurité, j'aimais pas ça. Alors, quand j'ai pu revenir à Saint-Hyacinthe, c'est en 71, là, j'ai été de nuit en salle d'accouchement un certain temps, mais ce que j'ai adoré, c'est que dans l'année qui a suivi, on a ouvert le département au 7e, la première psychiatrie qui récupérait toute la clientèle santé mentale qui était à Joliette. Puis, dans l'année suivante, celle qui était à Saint-Jean-de-Dieu, ceux qui venaient de la région de Saint-Hyacinthe. Mais la psychiatrie, est-ce que c'était dans vos choix de carrière ou c'est devenu à titre fortuit comme ça? Là, il y avait besoin de quelqu'un? Ils ont dit, c'est ça, c'est parce que j'étais de nuit, puis ça, ça ouvrait, puis j'avais la possibilité d'un poste de jour. Dans le pavillon Saint-Charles, ce qu'on appelle non, quand ça l'a ouvert, c'était au 7e, puis au 8e, il y avait 7, 8, 9, 10, puis la célèbre 11e. C'est ça. C'est le temps d'aménager le pavillon pour recevoir cette clientèle-là. Mais j'ai travaillé 2 jours, puis à bâtir des affaires, où est-ce qu'on va mettre les choses, puis là, bon, comment on distribue ça, les patients, comment est-ce qu'on procède avec ça, c'est quoi notre plan de traitement, tout ça, qu'on adapte. Mais le travail d'une infirmière avec des gens en santé mentale, c'est totalement différent. Là, on parle plus de piqûres. Puis non, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est des fois difficile de trouver des infirmières en psychiatrie parce que ils disent, tu vas tout perdre tes techniques, tu vas tout perdre, tu sais, là, tu fais toujours la même chose, tu es assis à journée longue, tu jases. C'est pas ça. Ça a l'air de ça. C'est de la relation d'aide. Mais la relation d'aide, là, tu n'arrives pas, tu sais, comme ça, puis dis-moi ce qui ne va pas. Ça procède autrement. Et en psychiatrie, il y avait beaucoup de médicaments aussi. Fait que des fois, la médication fait que la personne est difficile à rejoindre un peu plus. Fait que j'ai fait ça de 75, parce que j'ai arrêté pour les enfants. Quand j'ai repris, j'ai fait de 75 à 87. En 87, là, j'ai lâché ça. C'est le moment où, à la régie régionale, ils disaient que les urgences étaient débordées et c'est à cause de la clientèle santé mentale. Trouvez-nous des solutions pour sortir la clientèle santé mentale des civières. J'aimerais ça que vous me parliez là, du rapport de 75 à 87 en santé mentale, là, du rapport avec les gens, là, parce que, tu sais, il faut penser, c'est une époque avant que le Prozac existe, etc., avec la souffrance. Là, comment vous avez vécu ça? En fait, j'ai réalisé que j'avais une force dans ce domaine-là. On se découvre parfois. Vous aviez une empathie, vous les ressentiez, ces gens-là, mais sans empathie, sans être sympathique? J'ai réalisé que dans mon expérience de vie et dans ma famille, il y avait des gens, il y a eu des suicides, il y a eu des personnes qui étaient perçues un peu bizarrement, dont les gens craignaient un petit peu, là, mais
quand c'est ta grand-mère, tu t'en méfies pas, là, tu sais, je veux dire, tu veux en prendre soin, tu veux t'en occuper, mais elle était très originale, mettons. Ouais. Et là, bon, ben, c'est ça. Quand elle a décidé qu'elle partait, elle partait, là... c'est ça. Alors, la bipolarité, peut-être? Je ne sais pas, le diagnostic qu'elle a pu avoir, mais elle était très originale, vraiment. Là, elle restait dans un... Elle avait acheté un petit lot dans une forêt, dans un bois, en bout de Sainte-Christine. Mais elle était très religieuse. Ça, là-dessus, elle avait... Alors, c'est ça. Elle faisait du pouce. Elle descendait 2 kilomètres pour aller au grand chemin vers Acton. Là, elle faisait du pouce pour aller à la messe de 8 heures. Puis elle revenait. Elle faisait ça tous les matins. T'sais. Fait que d'autres, ils disaient, mais c'est qui ça? Mais c'est ça, c'est au-delà de c'est qui ça. Et justement, quand j'ai laissé la psychiatrie traditionnelle, j'ai mis sur pied avec d'autres, toujours avec d'autres, jamais toute seule, j'ai pas rien de mérite personnel, mais on a mis sur pied, pour désengorger les urgences, un service d'intervention de crise. Alors, les gens pouvaient nous rejoindre jour, soir, nuit. Là, on sort d'hôpital. Ah oui, oui, carrément. C'était dans le communautaire. Mais vous restez infirmière ou donc? Oui, bien, en fait, tu sais, j'avais pas bien, je faisais la même chose qu'en psychiatrie, mais je le faisais différemment. Nous autres, on appelait ça faire l'intervention de crise alternative. OK. Là, vous étiez dans le monde alternatif. Oui. Ça fonctionnait par des subventions, des choses comme ça? C'est ça. Il y avait l'argent que la Régie régionale donnait à un organisme pour désengorger les urgences. Alors, c'est nous autres qui étaient censés les désengorger, soit les intercepter, les rencontrer avant qu'ils se présentent à l'urgence. On est déjà passé le temps là, où on avait... désengorgé, mettons, on avait vidé Saint-Jean-de-Dieu, puis etc. Maintenant, on appelle Hippolyte Lafontaine, mais je me souviens, jeune, là, dans les années 60, là, les fous crient au secours, puis tout ça, le livre à succès, bien, on avait vidé, et ces gens-là revenaient à Saint-Hyacinthe, vers leur centre. C'est ça. Et dans le pavillon Saint-Charles, c'est ce qu'on appelait la psychiatrie chronique, des gens là, qui sont là depuis des années. Okay. Mais ces gens-là, à un moment donné, on a essayé de les sortir dans le milieu, mais c'était des gens qui revenaient, c'était la porte tournante, hein? Tu rentres à l'urgence, tu laisses une nuit, c'est une civière, là, le psychiatre te voit, te retourne avec des médicaments. Alors, c'était beaucoup la porte tournante, et ça engorgeait les urgences. Alors, nous autres, on répondait aux appels, mais au début, on n'était pas tellement connus. Mais on l'est devenu. Le contact Richelieu-Yamaska, maintenant, existe avec... on était 2 intervenantes quand on a créé ça, mais là, maintenant, je ne sais plus à combien ils sont rendus, jour, soir, nuit, puis ils ont développé beaucoup. Nous autres, on avait commencé l'approche aussi aux gens suicidaires. Ça comprend la crise aussi, mais il faut que tu aies un petit peu plus, tu sois plus outillé, disons, quand tu veux bien intervenir. Là. Alors, ça, je suis contente parce que tu as un projet, tu le mets sur pied, mais à un moment donné, tu disparais de là, puis ça continue. Ça c'est comme... Tu le fais pour aider les autres, quand même, c'est pas toi qui les aides, ça continue. Quand vous voyez aujourd'hui que Contact Richelieu-Yamaska est ce qu'il est devenu, vous devez être très fier de son cheminement et de votre implication du départ. J'imagine le nombre de personnes qui doivent être aidées avec le lot d'intervenants maintenant qui sont et tout ça. Comme je vous dis, je peux impliquer, je ne suis pas ça, qu'est-ce que c'est les interventions, comment est-ce que c'est, mais je sais que beaucoup de personnes y réfèrent. Fait que ça, c'est beaucoup. Parce que pour avoir beaucoup lu là-dessus, on mentionne que la souffrance psychique est beaucoup plus grande que la souffrance physique. Oui, c'est quelque chose, oui, effectivement. Puis d'être capable de connecter à l'individu. Moi, je me souviens, je disais, quelqu'un qui arrive ici puis qui dit, bonjour monsieur, je ne connais pas, c'est quoi votre nom? Moi, c'est, mettons, il donne son nom, puis moi, je suis schizophrène. J'ai dit, je regrette, là. Moi, c'est monsieur un tel que j'accueille. On va aller s'asseoir au salon, puis on va jaser. Nous autres, on n'avait pas un bureau, là, avec l'autre côté, les sièges, là. On avait des causeuses, puis des fauteuils individuels dans un salon qui était calme, tu sais, qui aidait la personne un peu à se détendre. Puis on essayait d'entrer en contact. On disait, vous, là, est-ce que vous travaillez dans la vie? Est-ce que vous êtes marié? Avez-vous des enfants? C'est quoi votre vie? Avez-vous un réseau d'amis? Pour essayer de connaître c'est qui cette personne-là. Puis en jasant d'elle, on commençait à voir, oups, là, il y a un problème à ce niveau-là. Oups, là, je pense que ça nous donnait un peu plus vers quoi
aller faire l'intervention pour allumer la personne. Ouais. Elle vient t'aider parce qu'elle ne voit plus clair. Là, elle ne sait plus comment se rattraper pour ne pas perdre le contrôle. Là. Mais je vous écoute, mais ce n'est pas toutes les infirmières qui auraient eu cette je ne sais pas si on peut appeler ça de la passion, mais moi je parlerais d'humanisme. Oui. L'humanisme, c'est l'empathie qui nous permet de ressentir et de se dire, faut que je sois là, ces gens-là souffrent, puis je ne peux pas les laisser tomber. Il y a comme, c'est une forme de, moi je dirais, là, c'est une forme de missionnaire. Tu sais, quand on dit il y a des missionnaires qui sont partis à l'étranger, mais on a des missionnaires dans notre ville. Oui, mais c'est vrai, là-dessus, j'entends ça, puis je me dis, moi, c'était par vocation que j'ai choisi d'être infirmière, puis je voulais être là où je savais que je pouvais aider. Alors, moi, le stress de savoir si j'ai appelé le médecin à la bonne heure ou si j'ai tout... Moi, là, c'est comme, la personne n'est pas bien, là, puis quand je vais arrêter de jaser avec, il faut qu'elle soit un peu mieux, puis qu'on se donne, on se reparle, il faut suivre ça, il ne faut pas la laisser tomber. Alors, oui, c'est vrai, c'est vraiment pas donné à toutes les infirmières. D'ailleurs, infirmière en psychiatrie, c'est souvent par les autres infirmières regardées de haut. Parce que. Ah ouais? Oui, oui. Tu sais, es-tu encore capable d'installer un sérum? Tu sais, un cathéter. C'est ça, si on a besoin, on va le faire, là, tu sais, mais oui, mais tu vas perdre ta pratique. Oui, mais c'est un autre genre de pratique, c'en est une aussi. Puis le fait de le vivre dans la communauté, avec une approche alternative, pour moi, ça a été vraiment très valorisant. J'ai rencontré des êtres humains, là, dans l'essence même. Quand ils sont à l'hôpital, dans le contexte d'une routine, on mange à telle heure, on fait telle chose. Moi, nous autres, puisque je disais souvent, la personne, là, tu la sens coincée puis pas à l'aise, tu dis, viens donc avec moi, on va aller chercher un café puis on va aller s'asseoir sur le bord de l'eau. On va aller jaser. On va marcher puis on va voir un peu là, ce qui se passe dans ta vie. Là. Les gens parlent bien mieux en marchant assis, puis ils ne te connaissent pas, puis ils s'obtiennent de ne pas pleurer ou de ne pas crier parce qu'ils sont vraiment pris, là. Il y a des êtres qui souffrent énormément. Ils ont vraiment besoin là, de cette attention, puis de cette sensation empathique, là, cette sensation de personnes ouvertes, accueillantes. C'est ça. Donc, c'est des belles... On peut dire que vous avez développé ou vous aviez dès l'origine de très belles qualités. Oui, hein, ça doit. Oui, merci. Non, mais il faut rendre à César ce qui est à César. En fait, tout le monde a des bonnes qualités, mais on ne les a pas toutes à la même place et on n'a pas toujours le contexte pour vraiment mettre à profit puis vraiment utiliser toutes les valeurs puis les qualités qu'on a. Tu sais, des fois, tu as un job parce que tu as un job, tu sais. Tu n'es pas bien là-dedans. Là, tu ne peux pas développer autant. Mais c'est qu'il n'y a pas juste le travail. Il y a aussi les loisirs, les amis, mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'aide aussi ailleurs qu'en dehors du travail. Et là, bien, c'est ça. Moi, je me suis concentrée aussi sur la condition féminine, la condition des femmes. Ça j'avais été bien sollicitée quand il y a eu la marche du pain des roses avec Françoise David. Et j'ai une belle-sœur qui a participé. Elle dit, on était 2 de Saint-Hyacinthe. Mais là, quand j'ai su que ça, c'est une marche au Québec, mais ça s'est parlé à travers les groupes de femmes dans le monde entier. Puis là, bien, à Montréal, à un moment donné, à des amis à Françoise, là, David, tout ça, ils ont dit « Hey, ça a marché, ça écoute. » Ce qu'il faudrait, là, c'est que les femmes d'ailleurs des autres pays nous demandent comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que... Elle dit « Ça serait le bout qu'on aurait une marche mondiale. » Françoise a dit « Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez, les filles. On l'a fait juste au Québec. Je peux vous dire, c'est d'ouvrage. » Hey, on va en parler, il y a une rencontre nationale, bien internationale, là, on va lancer l'idée. Hey, ça se levait debout, les femmes de différents pays, oui, on va s'organiser. Puis alors, c'est ça qu'il y a eu en 2000, la Marche mondiale des femmes. Là, je me dis, on ne sera pas juste 2 de Saint-Hyacinthe. Mais d'ailleurs, il y avait des femmes dans des organismes communautaires qui étaient sensibles aussi à cette question-là. Et quand l'invitation a été lancée, plus par la CDC, à ce moment-là, et on dit, hey, on peut participer, oui. Et là, bien, c'est en 2000, on a marché 5 jours, 10 km par jour. Bien, on est parti de Sorel, puis là, l'autobus nous amenait à Saint-Hyacinthe. À Saint-Thomas-d'Aquin, on marchait jusqu'au centre d'achat. Là, il y avait l'accueil, le maire, les députés, les citoyens et citoyennes étaient là.
là, après ça, on avait un endroit où aller coucher tout ensemble. Et on était reçus, les repas étaient prévus. Et après ça, le lendemain, bien là, les élèves de Casavant puis de Collège Saint-Maurice étaient sortis puis sur les trottoirs, puis bravo. Puis on suivait avec nous autres jusqu'à Douville. Parce qu'après ça, on marchait jusqu'à Sainte-Madeleine. Puis là, bien, l'autobus nous amenait après ça à Saint-Hilaire. On a 5 jours comme ça. Et la 6e journée, le samedi, on a pris d'assaut le pont Jacques-Cartier. La police ne voulait pas qu'on ferme le pont. On a dit, si vous ne le fermez pas, on va le fermer nous autres. On marche en arrière d'un autobus, puis un autobus qui suit, puis s'il faut des autobus de plus, il n'y aura pas d'autos qui vont passer pendant qu'on va marcher. Fait qu'on a su en soirée, samedi soir, vendredi soir, que le samedi matin, le pont serait bloqué, puis qu'on passerait sur le pont. Le dimanche, on est allé à Ottawa, puis le mardi, on était à New York, avec des contingents de femmes de différents pays, 150 pays, je pense, qui avaient participé. Puis est-ce qu'on est conscient de l'avancement de la cause féminine? Bien, ça avance. Ça avance pas vite. Parce que ça avance, puis il y a des reculs. Je pense qu'il ne faut jamais arrêter. Dans tous les domaines, ce qui n'est pas conforme. Non. Parce que c'est le conformisme qui nuit à ça. Mais ce qui n'est pas conforme, il faut toujours se battre pour... Non, mais c'est parce qu'à partir du moment où vous réclamez l'égalité, c'est parce que vous ne l'avez pas. Il y a quelqu'un qui est supérieur à vous. Si vous voulez l'égalité, on peut monter, mais l'autre, va-tu monter? Ou bien s'il va accepter de descendre, il faut se rejoindre. Et ça, c'est pas dans la mentalité de tout le monde. Puis il y a des femmes qui n'ont jamais demandé d'avoir l'égalité puis qui ne comprennent pas pourquoi. C'est comme ça. On ne peut pas changer une société au complet. On peut changer la mentalité une par une. Mm-hmm. Ça, c'est... et là-dessus, moi, le meilleur souvenir que je garde de ce mouvement-là, où j'ai embarqué en 2000, puis on a mis sur pied la coalition des femmes de la MRC des Mascoutins. Au lieu d'être juste des femmes, il y avait des femmes de la Clé sur la porte, du Centre de femmes, de la FEAS, de l'AREC, les retraités d'enseignement. On groupait de plus en plus. Et bien là, c'est ça. C'est qu'on a déterminé en 2005 que il y avait encore une marche mondiale, mais en plus des revendications mondiales, on s'est dit à Saint-Hyacinthe, on a un besoin criant de logements sociaux. On trouve ça important. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu aucun investissement à l'Office municipal d'habitation de la ville, rien. On a rencontré le maire à l'occasion du 8 mars, mais on a dit en octobre, là, c'est notre marche mondiale. On parle du maire Bernier. Oui, c'était M. Bernier, effectivement. On a dit, on vous le dit tout de suite, là, nous autres, on vous demande un investissement important pour de nouveaux logements sociaux. On vous le demande là, le 8 mars. Mais on vous donne rendez-vous au mois d'octobre. On marche à Saint-Hyacinthe du centre d'achat jusqu'aux Salines. On vous attend aux Salines. On va être nombreuses. On veut savoir qu'est-ce que la ville décide. Et là, il est venu nous annoncer qu'il y aurait un investissement sur 10 ans pour la possibilité de bâtir 40 logements sociaux. C'était le délire. Mais je vois que votre intérêt, votre implication, c'est pas juste la cause des femmes, c'est la cause de l'opprimé, la cause de celui qui n'a pas la chance. Oui. C'est parce que là, vous voulez aider les plus pauvres à avoir des logements de qualité, puis tout ça. C'est constamment... Bien, quand je parlais du terme humaniste, je pense que ça le résume bien. L'altruisme et l'empathie sont des qualités qui permettent à ça. Mais l'humanisme, c'est comme moi, dans le fond, là, je vois en Diane Gingras, c'est peut-être flatteur, mais la mère Teresa de Saint-Hyacinthe. Non, mais moi, je vois la dame impliquée là, à outrance. Pas à outrance, justement. Ce qui arrive, c'est que je ne peux pas dire que je suis allée juste dans une voie. En fait, c'est comme une façon d'être. Mais j'ai siégé pour, au conseil d'administration du mouvement Action Chômage. J'ai été coordonnatrice pour l'Association des parents d'enfants handicapés qui n'avait pas de personnel pour s'occuper un peu plus des parents à bout de bras qui étaient déjà essoufflés. Il y a différentes occasions quand je me suis intéressée au niveau de l'environnement, c'est parce que je me trouvais trop pas assez connaissante. Je trouvais que faut penser à l'avenir de nos enfants. Est-ce que vous pensez que Diane Gingras, parce que quelqu'un qui est passionné, qui est déterminé de même, va sûrement vivre, à moins
d'être accidenté ou n'importe quoi, va vivre encore très, très longtemps. De toute façon, Saint-Hyacinthe a besoin de Diane Gingras. Pas de Diane Gingras, de plusieurs Diane Gingras. Oui, c'est ça. C'est ça, pas juste une, là. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. La modestie est toujours là, mais... Dans tout ce que je vous parle, là, ça n'existerait pas si j'avais été toute seule. Je n'ai jamais mis sur le pied ou fonctionné toute seule. J'ai besoin d'en sensibiliser d'autres, mais j'ai besoin de me sentir épaulée par les autres. Et je ne crois pas que j'ai toute la vérité infuse, que ce que je pense, c'est la meilleure chose, et venez avec moi. Mais quand vous le faites, quand vous l'avez fait, puis tout ça, là, vous l'avez fait parce que ça vous rend heureuse. Oui, ça vous apporte plein de bonheur. Ça donne un sens à ma vie, effectivement. Ça donne un sens? Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire, parce que moi, je pense que vous allez être active encore pour au moins 20 ans, mais pour les 20 prochaines années, ce serait quoi le projet de vie de Diane Gingras? Eh bien, j'avoue que mon projet de vie, ce serait vraiment de me trouver un environnement plus près de la nature. Je veux avoir du temps pour m'occuper aussi de ma famille. Là, on en est tellement privé, ça me manque aussi. Mais le projet collectif, il faut que j'attende que ça me sollicite. Là, actuellement, j'achève un mandat à la coopérative funéraire de Saint-Hyacinthe. Et je viens de commencer un mandat au CA de la QDR, pour la défense des droits des retraités. Mais j'arrive, ça me pointe des pieds, parce que là, c'est une affaire de partir une chose, d'embarquer du monde avec toi, que là, d'embarquer avec du monde qui fonctionne depuis un bout de temps. Il faut voir comment ça fonctionne, comment tu es à l'aise là-dedans, en quoi je peux être utile. Puis si je me sens plus ou moins utile, je ne reste pas longtemps, je change de place. Besoin pas de temps perdre. Dans le fond, on a besoin d'être utile, non, mais pas de temps perdre. Aller où on peut aider. Oui, puis si on ne peut pas aider, on va faire d'autres choses. C'est ça. Puis, s'il y a déjà quelqu'un qui le fait, on va ailleurs. Oui, c'est ça. Puis je peux dire qu'à 72 ans, bientôt 73, je ne cherche pas là, à lire dans le journal c'est qui a besoin, là, quel groupe qui demande. Non. C'est vraiment on attend les appels. Par un hasard ou une aventure humaine qui fait en sorte que je me dis, moi, je pense que là, regarde, on va faire de quoi. Tu sais, des fois, dans la famille, il y en a qui appellent, tout ça, je me dis, hey, là, moi, je pense qu'elle déprime. Moi, la voir, là, ça n'a pas de bon sens. Elle ne m'a rien demandé, mais j'ai senti que... Et là, je m'engage un peu plus. Mais si je sens que ça n'arrive pas à point, que c'est pas ça son vrai besoin, je me retire. C'est comme être à l'écoute, percevoir, puis sentir qu'on peut faire quelque chose. En terminant, Diane, à Saint-Hyacinthe, il y a des besoins. On sait que vous allez observer, vous allez toujours être présente pour savoir, pour aider, mais les gens qui vous connaissent, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont se souvenir de Diane Gingras? Dans 50 ans, mettons? Ou... les gens... Non, je ne suis pas sûre que dans 50 ans, du monde va se souvenir de moi, parce que moi, je veux pas de statut, là. J'ai eu quelques fois, dans mes années de militance, surtout, tu sais, des hommages. Un certificat, un hommage et tout ça. Et ils sont tous sur une tablette en quelque part. Ils ne sont pas affichés chez nous. Je ne les regarde pas souvent, là. Mes enfants, peut-être, vont découvrir que j'en ai plus qu'ils pensent. Tu sais, je ne sais pas. Mais vous n'avez jamais fait, on le voit dans l'entrevue, vous n'avez jamais fait ça pour les honneurs. Vous l'avez fait pour le besoin de rendre service. Moi, c'est ce qu'on appelle un humanisme pur. Oui. Ce que j'aimerais que les gens se souviennent, c'est qu'il existe Contact Richelieu Yamaska, centre de crise communautaire au niveau de la santé mentale, et qu'il y a des logements sociaux qui ont été faits, puis que ça vaut la peine de se battre encore pour en avoir d'autres. Parce que la situation du logement à Saint-Hyacinthe actuellement, c'est désespérant, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a un taux d'inoccupation qui est à 0 point quelque chose, à peu près le plus bas au Québec, là, et ça ne semble pas déranger grand monde. Mais moi, je vous dirais, là, en terminant, là, que moi, j'ai jamais cru à l'altruisme inconditionnel, parce qu'on fait toujours quelque chose pour que ce que ça nous rapporte. Mais vous êtes la personne que je rencontre la première fois qui est le plus près de l'altruisme inconditionnel. Ouais, vous le faites vraiment là, par une grande bonté, générosité. C'est pas tout le monde, je pense, qui dirait ça de Diane Gingras. C'est ce que je vais vous dire aussi. Parce qu'il y a des fois, j'ai mes façons d'être et d'agir et de faire. Hein? Mais non, ce que ça rapporte... C'est la finalité qui est importante. Ce qui en reste,
ma satisfaction de vivre, que ma vie va avoir servi à du monde, servi à quelque chose. Ça, là, j'ai pas besoin de rien d'autre chose que ça, là. Je suis contente de ce qui a été fait. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais pu faire autrement, des choses que je regrette. C'est comme n'importe quel individu, là. Mais je suis comblée des expériences diverses que j'ai faites. Et moi, c'est ça qu'il me fallait, changer de place. Mais merci, Diane, puis merci beaucoup pour cette entrevue. Moi, je remercie en même temps, je remercie beaucoup Zone TV Mascatel de me permettre de rencontrer des gens comme vous. Pour moi, c'est enrichissant, puis j'espère que nos téléspectateurs vont ressentir la même chose que moi. Et là-dessus, je vous invite à être présent à notre prochain rendez-vous. On a tous une histoire à raconter.